Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je profite de mes derniers jours en Belgique. Je vais vous emmener découvrir un projet qui s'appelle les Jardins du Moulin. C'est dans la région du Luxembourg en Belgique. C'est en fait le frère de mon amie Elisa qui a créé ce projet il y a plus ou moins 8 mois. Donc on va découvrir un peu le lieu, les jardins et je ferai une interview avec lui et son ami. C'est les deux personnes qui ont créé tout ça. J'espère que cette rencontre vous plaira. Il y a de plus en plus d'initiatives dans ce genre et ça fait plaisir puisque le futur va passer par l'alimentation, c'est très important. Voilà, c'est parti, bonne vidéo. Alors, avant de présenter les Jardins du Moulin, il faut savoir que c'est un lieu que mon papa a acheté il y a 5 ans et ça a fort changé depuis 5 ans. Ici par exemple, avant il y avait un énorme bâtiment en tôle qui était plus haut que la maison. Il y avait un autre gros bâtiment en tôle là et tout le reste c'était la forêt était venue ronger jusqu'à plus ou moins la petite laiterie et il y avait des ronces vraiment partout. Par exemple, le biais qu'il y avait là-bas, on le voyait même pas tellement il était recouvert de ronces et d'orties. Donc il y a eu un bon gros travail de juste regagner un petit peu d'espace et un petit peu d'air. Ici c'était une grosse porcherie où dedans il y avait que des déchets. Ça avait été à l'abandon depuis longtemps et la maison était bizarre. Ça aussi c'était une porcherie. Et toutes les pièces étaient condensées au nord, plein de petites pièces et les premiers gros travaux ça a été d'ouvrir tout ça et de faire une jolie cuisine ici. Donc on a un système pour faire de la peinture naturelle à base de farine et donc tout a été peint avec ça. Je pense qu'il y aurait moyen de faire d'autres colorants, pas spécialement la même couleur mais... C'est déjà de la farine. Ouais. Alors là, on rentre dans les jardins proprement dit. Ici, c'était une zone un petit peu comme quand on l'a trouvé. Nous, on est arrivé ici en octobre pour vraiment s'installer et commencer le projet. Et c'était une zone qui était 2 fois comme ici, avec des ronces partout, des ronces et des orties. Et en fait, en dessous des ronces et des orties, il y avait énormément de déchets que l'ancien agriculteur avait laissés, du style des fils barbelés, des bâches en plastique, des grosses bâches agricoles et plein de déchets comme ça. Et au départ, c'était un petit peu désespérant parce que les bâches se sont cassées en 1000 morceaux et donc il y a jusqu'au micro petit bout de plastique. Alors, ça a été un gros travail de nettoyage, mais il y a encore énormément de petits bouts et donc au-delà de désherber les mauvaises herbes, dès qu'on voit un petit bout de plastique, on le prend et on le met dans nos poches et au fur et à mesure du temps, on espère épurer la zone. On a un copain qui a fait des tests de sol pour nous et ça va, il n'y a pas de traces de métaux lourds ou de trucs comme ça. Et en ce moment vous plantez quoi? Il y a quelques mois, on a commencé la saison en plantant partout sur nos buts, parce que comme la plupart des buts, c'est des buts qui n'ont jamais été travaillés, on a planté un engrais vert qui est un mélange de 3 choses différentes. Il y a la moutarde, qui elle est montée très fort, il y a les épinards, on en voit ici, qui eux, maintenant ils commencent à monter en graines, mais avant ils faisaient vraiment... ils prenaient bien toute la surface de la butte et ils couvraient le sol, ce qui empêchait les autres herbes de pousser. Et alors la facélie, qui est très mellifère et qui produit des jolies petites fleurs, c'est pour ça qu'on l'a choisi, on l'aime bien. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à enlever cet engrais vert pour les remplacer par d'autres cultures. Ici on a oignons et ail. Là-bas c'est principalement maïs, haricots, arroches, ça pousse tout doucement, bête. Le début de la saison a été un petit peu difficile parce qu'il a fait très froid pendant la nuit. Et puis après, il a fait très sec. Mais maintenant qu'il commence à pleuvoir, on sent vraiment que la végétation sort.
Ici, c'est des fèves. Alors, il y a pas mal d'autres herbes qui poussent, bien entendu, et nous, on essaye un petit peu de faire un tri dans les herbes qui poussent. C'est plus, on va pas désherber tout à part les fèves, il y a quelques espèces qu'on sait qu'on va pouvoir enlever, et on va laisser les autres. Par exemple, ici, on laisse toujours systématiquement la camomille. C'est une sorte de camomille sauvage, mais on se dit qu'avec ça, on pourra peut-être faire des tisanes et des choses comme ça. Et voilà, comme ça, au fur et à mesure du temps, si on supprime les chardons et on supprime les rumex, ben, on espère que la végétation naturelle qui va pousser, ça va être une végétation que nous, on aura un petit peu orientée et un petit peu choisir qui est le bienvenu dans le jardin, quoi. Plus ou moins. Là, c'est que des petits fruits. On peut aller voir les petits fruits. Ouais. Ici, on a commencé la traditionnelle mille-pas. Mais elle est toute petite encore, mais il y a les haricots, il y a les courges et il y a le maïs. Mais bon, en fait, on se dit, on commence à remarquer qu'au plus on densifie les buts, au plus on vient mettre des cultures différentes. Ici, on a des choux. Au plus ça nous force à venir dans les buts. Déjà, juste quand on va implanter une nouvelle culture, ben, c'est clair que quand on plante la nouvelle culture, on passe dégager plein de trucs. Et puis s'il y a 4 cultures à gérer sur une butte, nous ça nous force à venir plus souvent sur cette butte pour pouvoir la contrôler et pour pouvoir parce que on fonctionne que avec la main. Allez, on a quelques outils, mais au final, la plupart du temps, on est à genoux juste avec la main à checker. Et donc il n'y a rien à faire. Au plus on passe souvent, au plus la main est efficace. On a notre copain Loïc qui arrive pour expliquer plein de trucs. Alors avec la moutarde, on s'amuse. En fait, elle est assez pratique parce que elle monte bien et nous, elle est hyper facile à arracher. Son système racinaire va pas très très loin. Et donc on peut soit la couper et laisser le système racinaire dans le sol, soit on l'arrache complètement et on s'en sert comme paillage. On va voir d'autres buts où on a vraiment utilisé la moutarde comme paillage. Et puis ici, par exemple, on a planté des haricots et donc on se dit, bah, laisser quelques plants de moutarde, ça nous permet de ne pas devoir créer des structures et les haricots vont peut-être monter dessus. Bon, on essaye, hein. Il y a plein de trucs. Là, on voit qu'en fait la moutarde, elle commence à flancher avec le vent. On verra ce que ça va donner. Mais comme on a plein de petites buttes, on peut faire plein de petits tests différents. Ouais, c'est un peu expérimental en même temps. Ouais, clairement. Tout, on se laisse vraiment juste porter. Le projet, c'est on peut expérimenter plein de choses. Notamment cet engrais vert. Je ne connaissais pas le système avec la moutarde. Je me suis fait aller en flanc. Et franchement, je suis assez content, surtout avec la moutarde trop fauche qu'on paille. On verra sur d'autres buts le système complet. On peut peut-être vite passer voir les petits fruits. Alors dans le jardin, on a aussi des buts de culture proprement dites où là c'est vraiment réservé aux légumes. Et puis après, on se fait des buts où c'est plus réservé. Ici, c'est que des fleurs sauvages. Et là, c'est une butte où il y a plein de petites choses différentes, de labourage, des aromates. On a reçu un énorme stock d'ail et donc en fait on a planté de l'ail un petit peu partout dans le jardin pour voir justement où est-ce qu'elle prenait. Et ail et fèves, ça c'est des trucs qu'on a reçu vraiment beaucoup et donc on s'est permis d'en planter un petit peu partout et voir ce que ça donne. Les courges aussi, on a fait énormément de semis et on espère qu'on va pouvoir en mettre partout parce que bon, c'est une culture facile qui produit bien et voilà. Ici pareil, on a planté des fruitiers, principalement framboisiers, groseilliers, cassis, sureaux. Et voilà, désherber les fruitiers en première année on doit parce qu'ils ne sont pas encore concurrents. Ici il y a un gros mur avec ronces et orties, elles ont tendance à vraiment venir reprendre leur place au sein des fruitiers, le liseron aussi. Et donc de venir désherber juste les fruitiers qui vont pas beaucoup nous donner cette année, alors on a préféré aussi planter des plants d'ail et planter un petit peu autre chose. Et comme ça nous force aussi à se dire, allez, le boulot que je fournis ici, c'est pas que pour les fruitiers, c'est aussi pour permettre à l'ail de pousser, c'est aussi pour permettre à la rhubarbe de pousser. Un petit peu ce truc. Là on a fait un test qui n'a pas fonctionné, on a mis juste du purin et on voulait faire pousser des courges dedans en semi-direct mais il n'y a rien qui est parti. Voilà. Et le climat ici de la région
Logiquement, on dit, nous on est vraiment à la limite, là il y a la Lomme qui passe et ici on est en Ardennes et là-bas on est en Famenne. On dit souvent que c'est très humide, etc. Nous en plus on est en fond de vallée, donc logiquement on est censé avoir une terre très humide. On a une terre très humide vu le sol qui est qui est hydromorphe. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce système de butte. Maintenant, il n'a pas plu depuis beaucoup de mois. Donc... Bon, franchement, il n'a pas plu beaucoup de mois, mais la rivière, l'air de rien, est pas loin dans le sol. Et donc, il fait sec sur les 5-10 premiers centimètres du sol, mais des plantes qui ont déjà un petit système racinaire, elles peuvent de toute manière se débrouiller plus ou moins. C'était chaud à gérer au début pour les semis. Mais là, j'ai l'impression avec ce qu'il a plu, je pense qu'on n'aura plus trop de problèmes d'eau cette année. On a travaillé avec la pépinière, et donc tous les semis en plant, les planter. On a beaucoup plus facile après. Je sais pas si Lévis a expliqué, on travaille surtout avec la récup, notamment avec les graines. Donc le pouvoir germinatif des graines en général n'est pas très important. Donc en pépinière ça permet aussi de voir un peu plus large et de planter. Semi-direct, on attend. En plus c'est notre première année donc on ne sait pas encore à quoi ressemble la jeune pousse. Et voilà, après on attend 1 semaine, 2 semaines, et on va encore attendre 3 semaines pour que ça lève. Et puis au final on a perdu 3 semaines parce que ça n'a pas levé. Ça a été mergé. Et vous choisissez des variétés anciennes ou biologiques? On a reçu un pack de Cocopelli. Et donc c'est que des variétés anciennes. Ça c'était le principal, mais par exemple voilà pour l'ail, c'est mon beau-frère qui travaillait dans une ferme et qui nous a donné un stock d'ail. On ne sait pas trop d'où il vient. Voilà, ça reste de l'ail et moi je considère que c'est surtout l'environnement autour de la graine qui est important plus que. Après, c'est clair qu'on va pas prendre des F1 et des trucs comme ça, mais là on a été voir en début de semaine, la semaine passée, un ancien AVV, un magasin qui était en faillite ou à l'abandon, je sais pas trop. Et soit j'ai appelé le propriétaire et il a dit bah oui, moi j'ai pas mal de trucs à vous donner, passez. Et au final on a racheté un stock de graines pour pas du tout cher, mais c'est des graines AVV qui n'ont pas été produites par une coopérative paysanne ou des choses comme ça. Mais pour nous, après on espère sur base de cette abondance qu'on va pouvoir avoir grâce à ça, créer notre propre système de graines, etc. Mais on fait un petit peu avec ce qu'on trouve et avec ce qu'on a, pour limiter les frais. Ici c'était notre petite pépinière, ça l'est toujours, mais on a enlevé toute une partie pour clairement gagner de la place pour faire pousser tomates et poivrons, qui sont quand même des produits importants pour la vente. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est des cyclanthères. Moi je connais pas non plus, c'est Lolo qui connaît ça. C'est une solanacée en tout cas. J'en sais rien. Ici, par exemple ici on a planté des cyclanthères, mais normalement les cyclanthères en Belgique c'est plutôt en serre. Côté sud, le long de la serre. Ça aussi c'est un test, on n'a pas de place pour les cyclanthères dans la serre, donc voilà, on essaie de les entourer de pierre aussi, pour que ça rapporte de la chaleur. Mais voilà, c'est parce qu'on a les graines qu'on s'est dit pourquoi pas tester ça. Et vous êtes à 3 à travailler au jardin? On est à 2 à temps plein dans le lieu, mais on n'est jamais vraiment à 2, il y a toujours de la main d'œuvre qui gravite autour de nous. Et voilà, par exemple, là on a Guillaume qui est là depuis le début du projet. Il y a plein de copains qui viennent nous aider. Et sans ça, on ne sortirait à mon avis pas. On compte clairement là-dessus, vu qu'on fait tout à la main. On espère qu'il y ait les copains qui passent et voilà, on assume ce mode-là aussi en disant bah oui, c'est pas un projet qu'on porte à 2, c'est un projet qu'on essaie de faire vivre au plus possible. Et puis ça fait du bien à tout le monde. Ouais, c'est clair. Gagnant-gagnant. Hein. Ouais. Quand les gens viennent ici, ça leur fait du bien.
Tidadun, dadadun. Là, il y a une petite source. On a même creusé une mare, histoire de ramener plein de têtards. L'eau sort par un trou de la terre, rien que pour nous et les diptères. On s'en sert pour arroser tous les semis du potager et on y boit à pleine gorgée sans avoir la diarrhée. Et là, c'est encore chez vous? Ouais, on va y aller. Là, il y a une mare aussi. La mare, c'est clairement pour essayer de ramener de la diversité au jardin. On a eu des millions de têtards dans la mare et on espère qu'ils vont tous se transformer en petites grenouilles pour venir manger nos limaces. Ça, on était trop tard dans l'année, il fallait qu'on s'y prenne en février pour que ce soit vraiment... efficace. Ouais. L'année prochaine. Ouais, pourquoi pas, en plus, Paps il adore les couleurs indiennes. C'est des jolis canards. Ouais, c'est clair. C'est vachement utile dans un jardin comme ça. C'est heureux ici en plus. Alors on a fait vraiment le jardin avec des larges chemins, non seulement parce que pour nous c'est plus facile pour travailler de toujours pouvoir se balader avec une brouette, etc. Pour si plus tard on veut, je sais pas, amener des groupes dans le jardin pour travailler ensemble, et puis même pour les personnes qui viennent nous aider, nous c'est plus facile à gérer si les buts sont bien délimités. Mais alors c'est surtout parce que on espère baser notre modèle agricole sur le fait qu'il y a constamment un échange de matière organique, de biomasse entre les chemins et les buts. Quelquefois c'est les buts qui vont aller redonner de la matière organique aux chemins, avec des paillages et des choses comme ça, et puis quelquefois on utilise justement toute la matière organique des chemins pour les composter et les réutiliser plus tard dans les buts, ou pour directement les mettre sur les buts pour faire des paillages. Bon, là c'est un chemin où on laisse clairement l'herbe, et donc ça demande quand même un entretien assez important, passer à la débroussailleuse et à la tondeuse, et pas se laisser dépasser par ça. C'est un peu le principe, donc avec la moutarde qu'on a fauchée, donc on a fait un petit paillage, on a fait un semi direct de brocoli et chou-fleur. Cette idée aussi c'est pour, au lieu de lutter contre les limaces, on a envie de jouer avec elles et donc de leur donner à manger. Ouais. Et voilà, elles préfèrent les feuilles en décomposition, donc on espère que ça marche. Pour l'instant, on n'a pas trop de limaces. On a plus des problèmes avec les mulots. C'est se dire, bon, on a des ravageurs, comment est-ce qu'on peut faire? On va plutôt essayer de les nourrir plutôt que les tuer, parce que sinon on s'en sort pas. Alors un des autres trucs, c'est sur nos chemins, on essaye d'apporter énormément de carbone, parce que dans un premier temps, ça va prendre l'azote du sol et donc ça va empêcher les herbes de se développer sur les chemins. Donc le carbone, on met ou de la paille, mais alors en dessous, logiquement, ah non, pas sur cette butte-ci, mais logiquement, on a aussi mis pas mal de BRF, là on en voit. Et puis le carbone, c'est un petit peu, bon, nous on suit des gens comme Hervé Covet, c'est des types qui parlent sur YouTube de l'agronomie et qui donnent des idées en tout cas, et on essaye d'appliquer leurs idées pour voir un petit peu ce que ça donne. Et le carbone, logiquement, ça va permettre aux champignons de se développer. Donc l'effet du mycélium dans le sol, il y a plein d'effets positifs. Bon, pourquoi est-ce que c'est chouette d'avoir des champignons dans son sol? Parce que les champignons, c'est eux qui vont jouer le rôle de dégradation de la matière organique. Donc par exemple, si on essaye de lutter contre les limaces, mais si les limaces sont les seules à pouvoir assurer ce rôle, c'est clair qu'elles vont se développer en masse. Alors que si les champignons assurent une partie de ces rôles, les limaces ont un petit peu moins leur place dans le jardin, parce que le champignon assure déjà ça. Il y a des nouvelles études qui sont un peu en train de voir la place du champignon dans le sol, qui serait un petit peu comme le réseau internet entre les plantes. Par exemple, il y a les pucerons du sureau qui arrivent avant les pucerons du framboisier. Le sureau, il va développer, il va aller dire à ces petites cellules avec un ARN messager, les gars, il faut se protéger contre le puceron, on renforce la cuticule, etc. Puis ils ont remarqué que l'ARN messager se baladait parmi le mycélium du champignon. Les framboisiers captaient cet ARN messager et ils se protégeaient déjà à l'avance en se disant merde, le sureau est attaqué, ça veut dire que nous on arrive bientôt, on va aussi se protéger. Bon, c'est un peu romancé, mais c'est plus ou moins comme ça que ça se passe.
Ouais, c'est clair que... Et alors les champignons, ce qui est bien, c'est qu'ils nourrissent les colorbols. Et le colorbol, moi je les considère un petit peu comme le plancton des océans. C'est ce qui va permettre à nourrir toute la pyramide alimentaire au-dessus des colorbols. Et on sait que si on a plus de diversité, on a plus de résilience. Et donc essayer de nourrir la base pour que les prédateurs puissent chaque fois être nourris aussi. C'est pour ça qu'on vise beaucoup sur le carbone, parmi le BRF et parmi tout ce qu'on fauche dans nos chemins et tout. Et puis après, en fin de saison, logiquement, ça, ce sera bien dégradé. Et donc, on va pouvoir mettre tout ce carbone dégradé sur nos buts pour pouvoir... Et alors, il y a encore tout un hiver pour se dégrader sur les buts. Et puis, à la saison prochaine, ben, on aura rapporté la matière organique qu'on a retirée des buts sur les buts. Un peu le principe. Ici, c'est une butte un peu qui donne un bon exemple de comment est-ce qu'on fonctionne. Avant, c'était vraiment un amas de vieilles souches. Il y avait un vieux matelas, un vieux cadre de lit et des barbelés et tout coincé dedans. On enlève le tout et puis on se dit, tiens, mais en fait, au lieu de faire une zone où juste de l'herbe, c'est vrai qu'il y a déjà de la terre, qu'il y a déjà des souches, qu'il y a déjà des trucs. On gratte un petit peu et puis on se voit, ah bah ouais, ça peut former une butte. Ici, il y a une souche, en fait, on a remarqué qu'il y avait des petites pouches de sureau qui reprenaient sur la souche. Donc clairement, on la laisse, ça fait une petite haie. Et puis la terre, comme elle était envahie par pas mal de ronds sortis et tout le bazar, on s'est dit, ben voilà, on va mettre une bonne tête de culture, les patates pour un petit peu purifier tout ça. Et c'est un peu, voilà, quand on est arrivé en octobre, on a chaque fois vu des zones et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait sur cette zone? Et en fait, on commence et puis on voit que la zone se fait un peu naturellement. Et nous, on suit juste un petit peu ce que la nature dit. Par exemple, là-bas dans le jardin, toutes les buttes sont entourées de pierres, parce que dans le sol, le sol est chargé en pierre énormément dans cette zone-là. Par contre, là, il n'y a pas du tout de pierre. Il y a la juste à côté, donc on a délimité nos buttes avec les blocs. C'est à chaque fois s'adapter à ce qu'on a. Donc on a planté vraiment énormément de petits arbres pour créer des haies un petit peu partout autour du jardin. Et on essaye bien sûr que ces petits arbres soient productifs pour nous, qu'on puisse chaque fois en retirer quelque chose dans quelques années. Donc, que ce soit pour faire des tisanes, des confitures ou des trucs comme ça. Mais... Et alors, pour revenir avec l'engrais vert, donc il y a des buts où on a fait le mix des 3 engrais verts pour un peu voir comment ça se développait. Et alors il y a d'autres buts où on a fait juste de la moutarde, juste des épinards et juste de la fécélie pour voir un peu, pour pouvoir comparer quoi. Et pour après en tirer une conclusion et c'est quoi est-ce que c'est mieux un mix ou... Vous mettez tout ça par écrit ou c'est juste des têtes qui marchent pas? Alors, on essaye d'être rigoureux au niveau de l'écriture. Quand on sème, quand on date de ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on a vu comme mauvaises herbes en tout cas dans les parcelles avant. Voilà, c'est difficile parce qu'on est tout le temps dans le projet, il faut faire ça, ça et ça, et ça vient en dernier de noter, mais c'est important. Mais bon, on te montrera quand même un truc, comme on a passé tout l'hiver ici et qu'on était très fort en demande de jardin et de commencer le projet, on a passé énormément de temps à théoriser le projet. Et voilà, on est des universitaires et je pense qu'on aime bien aussi de temps en temps retourner au gros travail intellectuel et donc on s'est motivé pendant tout l'hiver à créer un espèce de programme Excel qui nous permettrait de théoriser le jardin d'un point de vue qu'est-ce qu'on va planter, combien de mètres, qu'est-ce qu'il nous faut comme graines, le rendement théorique que ça va nous apporter, quand, etc. Mais tout ça c'était théorique sur base de données qu'on a essayé de glaner un petit peu à gauche à droite. Mais c'est clair que voilà, maintenant c'est un petit peu la mise en pratique et c'est difficile que maintenant qu'on est dans la pratique de refaire le lien avec la théorie et réajuster nos prévisions et tout le bazar pour que ça devienne vraiment quelque chose de complet. Mais peut-être qu'il y a des périodes aussi, moi je pense que... Avec le temps aussi. Ouais, c'est ça. Et puis au final, comme le mot d'ordre c'est quand même l'intuition et se laisser porter, je pense qu'à un moment il faut aussi dire... On relâche un peu la théorie et on voit, mais bon, il faut des deux. Ouais, c'est l'action le plus important. Et ça peut bien Si ça peut bien, ouais.
c'est la partie, je dirais, la plus fertile du potager. C'était la partie clairement la plus facile à travailler. En tout cas, c'était une prairie, aucun caillou, rien. C'était super. Mais en retournant la terre, on a quand même vu, surtout sur cette zone-là, que le sol était vraiment hydromorphe. Enfin, la terre était bleue, avec parfois rouge, vert. Le sol est gorgé d'eau. C'est pour ça qu'on a créé un système d'évacuation d'eau. Et alors on travaille avec la grenouillette pour essayer vraiment d'aérer. Et voilà, c'est à chaque fois des remises en question. Moi je joue avec la grelinette, puis je me dis mais est-ce que c'est vraiment bien cet outil, j'ai pas trop envie d'enterrer de la matière organique dans mon sol, enfin, ça va continuer. Voilà, c'est à chaque fois, ok, on dit c'est bien, et bon, est-ce que chez nous c'est vraiment bien? Voilà, c'est tout le temps de la réflexion. Ah, c'est clair, au final, tout ce qu'on lit, même que ce soit, je sais pas, au niveau des associations des légumes, quand on nous dit on peut pas mettre tel légume avec tel légume, ou c'est bien de mettre tel légume avec tel légume, j'ai l'impression qu'au final, ça dépend trop du sol, ça dépend trop de l'énergie que toi tu y apportes et du truc comme ça. Et bon, j'ai l'impression que de toute manière, tout est à retester en fonction de ton propre écosystème. Ouais. Et nous, c'est une année où on s'imprègne d'expérience maximum, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on crée, je pense, les choses. un bon arbre qu'on a trouvé dans la forêt juste à côté. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il y ait ça. Ça, c'est la serre à tomates. Et voilà, là on sort pour une serre comme ça, on a payé 100 € de plastique, on a payé 20 € de fer à béton pour les 2 serres, et donc au final, allez, moins de 120 € pour une serre. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. Et ça, c'est encore des tests. On avait des copains qui étaient là et on se dit, bon allez, on va les faire travailler, il y avait plein de pierres, et on a décidé de construire un mur en pierre, un truc qu'on n'aurait jamais fait si on n'était que 2. Ouais. Mais là, on se dit, allez, pourquoi pas, les pierres vont accumuler la chaleur pendant la journée, puis après restituer la chaleur pendant la nuit. Mais c'est des tests qu'on se serait jamais permis si on n'avait pas plein de copains qui venaient nous aider, quoi. Et on devait assurer un marché, du coup avant de planter les tomates, on avait planté du cresson, la mizuna, de la roquette, il restait des salades. Et voilà, maintenant on doit absolument liquider cette production-là pour laisser place